À partir du milieu du XIXe siècle, les mines de l'Huissery-Montigné sont parmi les plus importantes du département. Elles fournissent certes un peu de charbon à l'industrie locale, mais les plus gros clients appartiennent à un autre domaine, celui des fours à chaux. En Mayenne, le charbon et la chaux ont une histoire commune. La chaux agricole, pierre calcaire transformée en poudre dans de grands fours, est alors utilisée comme amendement à la terre. Sur les terrains acides, elle favorise les échanges entre le sol et la plante. Dans leur ouvrage daté de 1868, les ingénieurs d'Orlac et Samin, directeurs de mines en Mayenne, s'expriment ainsi à propos de la chaux. L'expérience a démontré combien cet amendement avait d'efficacité. Il augmente beaucoup la fécondité du sol et rétablit celui qui est épuisé. La chaux donne de l'activité à la végétation et fournit aux plantes les éléments qui leur sont indispensables. Et ils ajoutent : les terres sont loin de posséder tous les sels nécessaires à l'alimentation des végétaux. Voilà pourquoi certaines plantes resteront rabougries et s'étioleront sur le terrain, tandis que d'autres y prendront un très grand développement. L'agriculture locale est soumise aux aléas des sols et du climat. Alors, elle voit ses rendements nettement améliorés grâce à la chaux. Les propriétaires terriens incitent fortement les métayers de leurs fermes à chauler la terre. L'engouement des cultivateurs mayennais pour le chaulage modifie alors considérablement la production de céréales. Le blé et l'orge prennent une proportion importante dans les cultures, alors que le sarrasin et le seigle décroissent. En moins de 20 ans, dans le centre et dans le sud du département de la Mayenne, on voit s'ériger en grand nombre ces constructions massives que sont les fours à chaux, souvent à l'initiative de propriétaires ou d'agriculteurs locaux. Si à proximité de Laval, l'urbanisation grandissante a fait disparaître ces châteaux forts des temps modernes, comme au Bourgny ou à Vénières, d'autres fours sont encore bien présents. L'annuaire de la Mayenne, en 1836, le précise, et c'est encore vrai 76 ans plus tard sur cette carte datée de 1912, les fours à chaux sont dispersés sur le centre du département, dans une bande qui traverse de l'ouest au sud-est. Car c'est dans cette région seulement que l'on trouve les roches calcaires et les gîtes carbonifères. Sur ce territoire, on compte plus d'une trentaine de producteurs de chaux appelés les chaux-fourniers. Initialement, les fours à chaux utilisent le bois comme combustible. Ils en consomment en grande quantité. La population paysanne finit par s'en inquiéter, car les surfaces boisées diminuent énormément. Le prix du bois augmente, alors que c'est le seul moyen de chauffage. La demande de chaux va croissant, alors il faut trouver un nouveau combustible. On utilisera tout d'abord le charbon de terre, appelé aussi la houille, mais on s'intéresse à un produit plus performant, l'anthracite. La géologie moderne connaît bien ces matériaux recherchés. Elle connaît aussi ses origines qui remontent à l'ère primaire. Nous sommes à une époque où le climat de la région de la Mayenne, c'était un climat tropical, avec des fougères arborescentes, de très grands arbres, 20, 30, 40 mètres de haut, et cette forêt donc luxuriante a permis de produire une masse de végétaux énormes, qui ce sont des végétaux qui, ramenés à la taille de nos bâtiments actuels, les dépassaient largement, et ces matériaux se sont accumulés dans des zones plus ou moins profondes, emportés au loin dans les bassins, vont s'accumuler pour progressivement être isolés de l'oxygène de l'air et former du charbon. Il y a une pression qui va augmenter, une température qui va également s'élever, et on va passer progressivement par le lignite, par des charbons plus ou moins concentrés en carbone, voire parfois jusqu'à l'anthracite. Déjà, en 1817, un ingénieur des mines, M. Daudin, précisait que l'anthracite est un charbon minéral de combustion lente et difficile
mais qui, une fois allumé et soutenu par un grand courant d'air, donne plus de chaleur que la houille et il dure 5 fois plus. C'est l'idéal pour les fours. Or, il se trouve que dans la veine carbonifère de l'Huisserie-Montigné, il y a de l'anthracite. Au moment où elle s'intéresse à l'huisserie, la Société des mines Mayenne et Sarthe possède déjà quelques mines dans le secteur. Cependant, attirée par le profit que semble constituer la vente de la chaux et la production de charbon pour la réaliser, elle cherche à s'agrandir. Elle draine de plus en plus de capitaux venant d'industriels, commerçants, propriétaires terriens. Des dirigeants politiques locaux prennent la direction de la société. Monsieur Leclerc d'Osmonville, ancien maire de Laval, en est le président. Elle rachète de nombreux fours à chaux ainsi que des concessions minières. Elle impose ainsi le prix de vente de la pipe de chaux et de l'hectolitre de charbon. Ce sont là des mesures utilisées pour ces matériaux. Au regard des conséquences d'un tel quasi-monopole, le comice agricole de Laval réagit. Il s'inquiète auprès du préfet. « Nuisance pour le progrès de l'agriculture », dit-il. Bientôt, un nouveau groupe émerge. Il est conduit par un propriétaire terrien, par ailleurs conseiller général, M. de Boisricheux, auquel se joignent des chauffourniers indépendants, comme la famille Gerbaud qui possède de nombreux fours à Saint-Berthevin. En 1853, ce groupe crée une nouvelle compagnie, la Société des mines de Montigné. Nous avons donc maintenant l'explication sur la situation évoquée tout à l'heure. D'un côté, la société Mayenne et Sarthe qui achète et exploite les mines de l'huisserie, et de l'autre, la nouvelle société des mines de Montigné qui acquiert la concession voisine située sur les deux communes Montigné et l'huisserie. Entre elles, une concurrence farouche s'engage. En 1855, le chemin de fer arrive à Laval. Sa progression vers la Bretagne laisse espérer le développement du commerce de la chaux et donc l'accroissement des besoins en charbon. Cependant, le train apporte aussi le charbon du nord de la France, de Belgique, voire d'Angleterre par Saint-Malo. Il n'est pas plus cher et souvent de meilleure qualité. Parallèlement, les grands axes routiers sont peu à peu aménagés dans le département, favorisant là aussi le transport du charbon et de la chaux. Chacune des deux sociétés cherche à gagner des clients et à créer, si besoin, de nouveaux fours. Ainsi, alors que la société Mayenne et Sarthe rachète et développe le grand centre chauffournier des Aumeunes à Louvernay, actuellement le site Ecologia, celle de Montigné crée quelques années plus tard l'important site de la gare sur la même commune. Il en va de même pour le secteur des Feux-Vilaine à Saint-Pierre-la-Cour. La ligne ferroviaire Paris-Brest facilite, comme espéré, la commercialisation de la chaux vers la Bretagne. La demande de chaux ne cesse d'augmenter. Les ingénieurs d'Orlac et Samin estiment qu'à l'aube des années 1870, il est répandu chaque année 5 millions d'hectolitres, soit 500 000 m3 de chaux sur les champs mayennais. Cela fait de la Mayenne, et de loin, le premier département français pour la fabrication et la consommation de chaux. Pierre-Jacques Gerbaud, qui de simple cultivateur est devenu le plus important producteur de chaux, meurt en 1869. À Saint-Berthevin, autour de sa tombe en forme de four à chaux, se retrouvent les représentants des sociétés rivales, minières et chauffournières. Ils se sont réconciliés et ont signé un accord, fourniture exclusive en charbon mayennais pour une durée de 7 ans. Mais ils s'entendent aussi sur le prix de vente de la pipe de chaux. Ceci aux dépens de leurs principaux clients, les agriculteurs. Cependant, cet accord met fin à un bras de fer qui aura duré 15 ans. Mais l'année suivante, la guerre éclate entre la France et la Prusse. Les mineurs sont mobilisés. Napoléon III est fait prisonnier à Sedan. De plus,
une peste bovine cause des ravages dans la région. Les paysans, privés de ressources, n'achètent plus de chaux. Cette mauvaise période passée, l'activité économique reprend et se développe dans la Troisième République naissante. Le périmètre de vente de la chaux s'agrandit. Alors, les mines produisent davantage. Le secteur l'huisserie-Montigné approche bientôt les 20 000 hectolitres d'anthracite par mois. C'est une production presque équivalente à celle de la précédente décennie. Bien sûr, on reste loin de la production des mines du nord ou du centre de la France, qui se situe au-delà du million d'hectolitres par an. La Société des mines de Montigné obtient que la nouvelle ligne ferroviaire Laval-Pouancé passe près de ces mines. En 1879, sur la commune de Montigné, est créée la gare de Port-Sec. Pour la famille Gerbaud de Saint-Berthevin, principal client et actionnaire de la société, cette création offre un double avantage. Dans un sens, le train achemine le charbon vers leur four à chaux, et en sens inverse, il livre la chaux vers le pays craonnais, qui est le plus gros consommateur mayennais. Malheureusement, les années suivantes, à cause des conditions climatiques défavorables, les récoltes sont mauvaises. De plus, dans les années 1880, la France subit, plus que les autres pays industrialisés, une lancinante dépression économique. L'agriculture est particulièrement touchée et mettra beaucoup de temps à se relever. L'agriculture française a-t-elle réellement subi une crise durable à la fin du XIXe siècle? Ah oui, oui. Mais pour bien comprendre, il faut se resituer dans le contexte. Le XIXe siècle est synonyme du début du développement industriel. La France, qui occupait une place de premier plan économique, a pris du retard sur la Grande-Bretagne. On connaît les raisons de ce recul? Oui, des économistes les ont analysés. Il y a plusieurs facteurs. Moins engagée dans l'industrialisation, la France a préféré maintenir une population rurale importante. L'agriculture a peu évolué. Comparativement aux pays voisins, elle utilisait moins d'engrais, conséquence, les rendements sont plus faibles. À titre d'exemple, entre 1880 et 1890 en production de blé, alors que dans les pays voisins, on était au seuil, on dépassait même les 20 quintaux hectares, la France en était restée à 11-12 quintaux hectares. Mais ce manque de productivité n'explique pas à lui seul la crise agricole française. Non, il faut se resituer dans le contexte économique international. En 1861, pour accélérer le développement économique de la France, Napoléon III décide d'abaisser les droits de douane pour favoriser les importations, améliorer la productivité. Mais à la même époque, les moyens de transport évoluent considérablement. C'est le bateau à vapeur, c'est le chemin de fer, c'est aussi le percement du canal de Suez en 1869. Ça se traduit par le fait que le blé des États-Unis, du Canada, les laines d'Australie arrivent sur nos marchés en France, concurrencer nos produits. Non seulement, les nouvelles techniques du froid permettent aux viandes d'Argentine d'arriver en France. Face à cette concurrence, comment réagit l'agriculture française? Dans un premier temps, elle subit. La distance qui autrefois constituait une frontière naturelle n'agit plus ou beaucoup moins. Que se passe-t-il alors? Les importations explosent. En 1875, elles étaient de 800 millions de francs. 5 ans plus tard, en 1880, elles sont de 2 milliards de francs. Elles ont été multipliées par 2,5 en 5 ans. Il faudra attendre 1892 pour qu'elles reviennent à 800 millions de francs, grâce aux lois Méline. Jules Méline était alors ministre de l'Agriculture. Il deviendra président du Conseil. Il avait remis en place les droits de douane et puis mis en place une réglementation par produit. L'agriculture française s'en sort plutôt bien. Cette politique s'est montrée efficace, c'est vrai. Dans un premier temps seulement. Parce que si notre agriculture a été protégée de la concurrence, elle n'en a pas profité pour accroître sa productivité. Elle n'a pas amélioré ses pratiques,
son équipement technique, l'utilisation des engrais ou la sélection des semences. Quelles ont été les conséquences alors? Ces retards. Ces retards sont traduits par le fait que la France a dû continuer les importations pour nourrir sa population toujours croissante, plus citadine aussi. Il faudra attendre 1960, après 1960, pour corriger cette situation par la nouvelle loi agricole. Voilà des éléments qui expliquent la crise agricole de la fin du 19e siècle en France. Et en Mayenne, ça a des conséquences importantes sur l'ensemble des activités. L'agriculture pèse beaucoup dans l'économie. Ainsi, dans le début des années 1890, les agriculteurs achètent moins de chaux et la demande de charbon diminue de 40%. Alors, si on ne vend plus, on ne produit plus. Conséquence, à partir de 1898, la société Mayenne et Sarthe réalise des exercices déficitaires. À l'huisserie, principale mine de la société, le charbon reste sur le carreau. En 1901, l'Assemblée générale des actionnaires décide de la mise en liquidation de la société. En 1904, c'est la mise en vente. En Mayenne, les mines de l'huisserie, la Bazouge, Bazougé, la Baconnière, les fours à chaux de Bouer, Grès-en-Bouer, Argentré, Moulé, Changé, Nau, Parnay, les Feux-Vilaine à Saint-Pierre-la-Cour, ainsi que des carrières de calcaire sont mises aux enchères. La Compagnie des mines de Montigny fait l'acquisition d'une partie de ces biens, car malgré la crise, ses ventes se maintiennent. Mais voici que se développent de nouveaux produits, les engrais chimiques, les nitrates et surtout la potasse. Cette dernière intéresse les agriculteurs car elle favorise la croissance des végétaux et en particulier les tubercules. Par ailleurs, la nouvelle génération d'exploitants agricoles constate que si la chaux a enrichi le père, elle ruine le fils. Car, quoi qu'en disent les propriétaires terriens, souvent bien engagés dans les sociétés chaux-fournières, la chaux finit par appauvrir les sols. En 1914 survient la Première Guerre mondiale. Les mines du Nord sont sous emprise allemande. Par décision gouvernementale, le charbon de l'huisserie Montigny doit être prioritairement affecté au beau fonctionnement des industries de la région ouest. L'alimentation des fours à chaux s'en trouve réduite. Beaucoup de mineurs sautent au front. Sur le monument aux morts de l'huisserie, on trouve des noms de mineurs. La mine a beaucoup souffert du manque d'entretien. L'eau a envahi certaines galeries. La convergence de tous ces facteurs fait qu'en 1921, l'extraction est abandonnée. Quelques mois plus tard, la Société des mines de Montigny devient la Société anonyme des fours à chaux des Feux-Vilaine, car la production de chaux continue en moindre quantité et le charbon arrive d'ailleurs. En 1943, le site de Saint-Pierre-la-Cour est acquis par la société Lafarge. Elle mettra à jour et exploitera de nouvelles couches calcaires. Elle développera la fabrication d'une poudre très demandée, le ciment. Ainsi, pendant un siècle, le charbon aura largement participé à la vie des communes de l'huisserie et de Montigny.